Chapitre 13. Les cochons. Je quittai la maison en courant et fonçai vers la colline du pendu, la peur au ventre. Je ne ralentis qu'en traversant la dernière pâture. J'avais besoin d'aide, et vite. Je retournai à Chipenden. À présent, seul l'épouvanteur pouvait me secourir. Lorsque j'atteignis la clôture, les animaux cessèrent leur tapage. Je me retournai. Je ne vis que la route poussiéreuse de l'autre côté de la ferme, longue traînée sombre sur le damier grisâtre des champs. J'aperçus alors une lumière sur la route. Une carriole approchait. Était-ce maman ? Un instant, je fus rempli d'espoir. Mais, tandis que le véhicule passait le portail, j'entendis une toux grasse et un bruit de crachat. C'était Groin-Groin, qui venait s'occuper de nos cochons. Après avoir égorgé les bêtes, il devait les écorcher et découper la viande. C'était un long travail, voilà pourquoi il arrivait de bonne heure. Bien que cet homme ne m'eût jamais fait aucun mal, j'étais toujours soulagée de le voir partir, sa tâche achevée. Maman ne l'aimait pas beaucoup, elle non plus. Elle détestait sa façon répugnante de se racler la gorge et de cracher dans notre cour. C'était un homme de haute taille, encore plus grand que Jack, aux avant-bras musculeux. Dans ce métier, mieux valait être musclé. Les cochons pesaient leur poids, et ils se débattaient comme des fous pour éviter le couteau. Groin-Groin était toujours débraillé. Ses chemises trop courtes, à demi déboutonnées, découvraient un ventre blanc, gras et velu, retombant sur le tablier de cuir qui protégeait son pantalon des taches de sang. Malgré ses cheveux clairsemés, il n'avait probablement pas plus de 30 ans. Déçu que ce ne soit pas maman, je le regardais décrocher la lanterne de la carriole et déballer son matériel qu'il installa devant la grange, à côté de la porcherie. Je me secouais, j'avais perdu assez de temps. J'escaladais la clôture pour rentrer dans le bois quand, du coin de l'œil, je perçus un mouvement sur la pente, au-dessous de moi. Une ombre était sur mes traces. C'était Alice. Je ne voulais pas qu'elle me suive, mais c'était l'occasion de mettre les choses au clair avec elle. Je m'assis donc sur la barrière pour l'attendre. Je n'eus pas à patienter longtemps, car elle courut tout le long du chemin. Elle s'arrêta à une dizaine de pas de moi, les poings sur les hanches, tâchant de reprendre haleine. J'examinais d'un air réprobateur sa robe noire et ses souliers pointus. J'avais fait tant de bruit en dévalant les escaliers que j'avais dû la réveiller. Elle avait eu rudement vite fait de s'habiller pour m'avoir déjà rattrapée. « Je n'ai rien à te dire !» lui lançai-je, d'une voix chevrotante et plus aiguë qu'à l'ordinaire, qui trahissait ma nervosité. « Et arrête de me suivre, ça ne sert à rien. On t'a laissé ta chance, tu ne l'as pas saisie. Alors à partir de maintenant, tu as intérêt à ne plus te montrer à Chipenden. Et toi, tu as intérêt à m'écouter. Mère Malkin est là. Je sais, je l'ai vue. Elle n'est pas seulement apparue dans le miroir, elle est là, quelque part dans la maison, s'écria Alice en désignant notre ferme. Je le sais, je te le dis, répliquai-je avec colère. J'ai vu sa trace à la lumière de la lune. Et quand je suis montée te prévenir, qu'est-ce que j'ai découvert? Que tu étais déjà en grande conversation avec elle, et sans doute pas pour la première fois. Je me souvenais que la nuit précédente, lorsque j'avais apporté le livre à Alice, la chandelle fumait devant le miroir, comme si elle avait été soufflée à la hâte. « C'est toi qui l'as amenée ici, l'accusai-je. C'est toi qui lui as dit où j'étais. »« Ce n'est pas vrai !» me rétorqua-t-elle avec la même colère. Elle fit 3 pas vers moi. J'ai senti son approche, et je me suis servi du miroir pour voir où elle était. Je ne me doutais pas qu'elle était si près, figure-toi. Par chance, tu es entrée, et tu as brisé ce miroir. J'aurais bien voulu la croire, mais pouvais-je lui faire confiance? Elle s'avança encore d'un pas, et je passai une jambe de l'autre côté de la barrière, prêt à sauter. « Je retourne à Chipenden, dis-je. Je vais chercher M. Grégory, il saura quoi faire. »« On n'aura plus le temps. Pense au bébé. Mère Malkin est venue s'en prendre à toi, mais elle est assoiffée de sang. Il lui faut le meilleur, le plus jeune, celui qui lui donnera le plus de force. » J'avais eu si peur quand j'en avais oublié la petite Marie. Alice avait raison. La sorcière voulait son sang. Quand je reviendrai avec l'épouvanteur, il serait trop tard. « Qu'est-ce que je peux faire ?» demandai-je. « Je n'ai aucune chance contre Mère Malkin. » Alice haussa les épaules. « Ça te regarde, fit-elle en pinçant les lèvres. Le vieux Grégory ne t'a-t-il rien appris d'utile? Si tu ne l'as pas noté dans ton cahier, c'est peut-être dans un coin de ta tête. Tâche de te rappeler. » Il ne m'a pas beaucoup parlé des sorcières, dis-je, soudain déçu de l'enseignement de mon maître. J'ai surtout travaillé les gobelins, un peu les fantômes et les ombres, alors que tous mes problèmes sont dus aux sorcières. Je me défiais encore d'Alice, mais après ce qu'elle venait de me dire, je ne pouvais plus me rendre à Chipenden. Je ne ramènerais jamais l'épouvanteur à temps. En m'avertissant du danger qui menaçait le bébé, elle paraissait sincère. Cela dit, si elle était possédée ou complice de Mère Malkin, elle utilisait là
le meilleur argument pour me convaincre de retourner à la ferme, le meilleur argument pour me tenir éloigné de l'épouvanteur et me garder à portée de main de la sorcière. À l'heure qu'elle choisirait, je serais sa proie. En redescendant de la colline avec Alice, je restais à distance. Comme nous entrions dans la cour de la ferme, je la rattrapais et nous longeâmes la grange côte à côte. Groin-Groin aiguisait ses couteaux. Il leva les yeux et me salua d'un signe de la main. Je le saluai de même. Il examina Alice de la tête aux pieds sans dire un mot. Puis, juste avant que nous pénétrions dans la maison, il lâcha un sifflement moqueur. Alice fit celle qui n'avait pas entendu. Avant de préparer le petit déjeuner, elle alla décrocher le poulet qui pendait à un crochet près de la porte et qu'elle avait vidé et plumé la veille au soir en prévision du repas du midi. Elle commença à frotter la volaille avec du sel, concentrée sur ses gestes. En la regardant faire, cela me revint soudain. Le sel et le fer, le mélange que l'épouvanteur utilisait pour garder un gobelin au fond d'un puits. Je n'étais pas sûre qu'on puisse l'utiliser contre une sorcière, mais ça valait la peine d'essayer. Si je jetais cette mixture à la tête d'un possédé, Mère Malkin sortirait peut-être de son corps. Préférant qu'Alice ne me voie pas puiser dans le pot à sel, j'attendis qu'elle en ait terminé avec ses tâches culinaires et qu'elle ait quitté la cuisine. Puis, avant de m'attaquer aux travaux de la ferme, je fis un détour par l'atelier de papa. Je vite fait de trouver ce que je cherchais. Avisant la collection de limes alignée au-dessus de l'établi, je m'emparai de la plus grosse. J'entamai avec mon outil le rebord d'un vieux seau. Le crissement du métal contre le métal me fit mal aux dents. Par chance, un autre bruit le couvrit presque aussitôt, le cri d'un cochon qu'on égorge, le premier des 5 sacrifiés. Je savais que Mère Malkin pouvait se trouver n'importe où, et si elle n'avait encore possédé personne, elle pouvait choisir sa victime à tout instant. Je devais rester sur mes gardes, au moins avais-je peut-être un moyen de la combattre. Jack voulait toujours que j'aille aider Groin-Groin. J'inventais chaque fois une excuse, prétendant avoir ci ou ça à terminer. Ce jour-là, plus que jamais, pas question de rester coincé avec le charcutier. Il me fallait avoir un œil sur tout le monde. Je n'étais que de passage à la ferme. J'espérais donc que mon frère n'insisterait pas trop. Mais ce n'était pas gagné d'avance. Après le déjeuner, tirant une tête de 3 pieds de long, il alla prêter main forte à Groin-Groin. C'était exactement ce que j'attendais. S'il travaillait devant la grange, je l'observerais de loin. Je m'arrangeais également pour surveiller Alice et Ellie, l'une ou l'autre pouvant être possédée. Certes, si c'était Ellie, je n'aurais guère de chance de sauver le bébé. La petite était la plupart du temps dans les bras de sa mère, ou dormait dans son berceau tout près d'elle. J'avais du sel et de la limaille de fer. J'ignorais si la quantité serait suffisante. Le mieux aurait été de disposer d'une chaîne d'argent, même courte. Je me souvenais d'avoir entendu maman, quand j'étais petit, parler à papa d'une chaîne d'argent lui appartenant. Je ne la lui avais jamais vue au cou. Elle se trouvait peut-être dans la chambre ou dans le cagibi que maman tenait verrouillé. La chambre de mes parents, elle, n'était pas fermée à clé. Habituellement, pour rien au monde, je n'y serais entrée sans permission. Là, j'étais en pleine détresse. Je fouillais dans la boîte à bijoux de maman. Elle contenait des broches et des bagues, mais pas de chaîne d'argent. Espérant mettre la main sur la clé du cagibi, je furetais dans toute la pièce, ouvrant chaque tiroir. Honteux d'agir ainsi, et le faisant quand même. Pendant que je fourrageais, j'entendis les grosses bottes de Jack résonner dans l'escalier. Je me figeai, osant à peine respirer. Heureusement, il monta dans sa propre chambre. Il resta un moment, puis redescendit. Je terminai mon exploration sans avoir rien trouvé. Aussi retournai-je à ma surveillance des uns et des autres. Toute la journée, l'air avait été immobile. Or, alors que je marchais vers la grange, une brise se leva. Le soleil descendait, dispensant une chaude lumière orangée, annonciatrice de beau temps pour le lendemain. 3 cochons fraîchement égorgés étaient suspendus tête en bas à d'énormes crochets devant la grange. Le sang du dernier s'écoulait dans un seau. Groin-Groin s'occupait du 4e, qui lui donnait du fil à retordre. C'était à se demander lequel des 2 grognait le plus fort. Jack, la chemise trempée de sang, me jeta un regard noir. Je passai en souriant et en lui adressant un petit geste de la main. Tous 2 étaient en plein travail. Ils étaient loin d'avoir terminé. Ils seraient à l'ouvrage bien après le coucher du soleil. Pour le moment, je ne décelais en eux aucun signe de déséquilibre, pas le moindre indice de possession. 1 heure plus tard, il faisait nuit. Jack et Groin-Groin travaillaient toujours à la lumière du feu qui projetait leurs ombres dansantes dans la cour. L'horreur commença alors que j'allai chercher un sac de pommes de terre dans le cabanon, à l'arrière de la grange. Un cri s'éleva, un cri de pure terreur, le cri d'une femme face à la pire chose qui puisse lui arriver. Laissant tomber mon sac, je retournai en courant devant la grange.
Là, je stoppai brusquement devant un spectacle incroyable. Ellie était là, les deux bras levés, hurlant comme une torturée. Jack était étendu à ses pieds, le visage couvert de sang. Je crus d'abord qu'Ellie criait parce que Jack était mort, puis je compris que c'était à cause de Groin-Groin. Celui-ci me fit face, comme s'il m'attendait. Il tenait dans la main gauche son couteau favori, dont la longue lame lui servait à égorger les cochons. Je me pétrifiais, horrifié. Dans son bras droit replié, le charcutier tenait le bébé. Les bottes de Groin-Groin étaient rouges de sang, et des gouttes épaisses continuaient de tomber de son tablier. Il approcha le couteau de l'enfant. « Viens, petit !» me lança-t-il. « Allez, viens !» Et il rit. Sa bouche s'était ouverte. Pourtant la voix n'était pas la sienne, c'était celle de Mère Malkine. Ce n'était pas non plus son rire tonitruant, mais le ricanement de la sorcière. J'avançai lentement vers lui, un pas, un autre pas. Je voulais venir le plus près possible. Je voulais sauver la petite Marie. J'essayais d'aller plus vite. J'en fus incapable. Mes pieds pesaient une tonne. Mes jambes refusaient de m'obéir. Comme dans ces cauchemars où on n'arrive plus à courir. Soudain, une sueur glacée me coula dans le dos. Je venais de comprendre que je ne marchais pas vers Groin-Groin parce que je l'avais décidé, mais parce que Mère Malkine m'y obligeait. Elle m'attendait, elle m'attirait vers elle, au rythme qu'elle avait choisi. J'étais condamnée à mourir, victime d'un envoûtement. J'avais ressenti la même chose au bord de la rivière. Par chance, au dernier moment, mon bras et ma main, agissant à mon insu, avaient repoussé Mère Malkine dans l'eau. À présent, mes membres étaient aussi gourds que mon esprit. J'approchais de Groin-Groin, de son couteau qui m'attendait. Son visage se boursouflait, comme si la sorcière, au-dedans de lui, déformait son front, distendait ses joues et poussait ses yeux hors de leurs orbites. Et ses yeux étaient ceux de Mère Malkine. Leurs prunelles rougeoyaient, projetant sur cette face hideuse une lueur sinistre. Je fis encore un pas, et sentis mon cœur cogner. Un autre pas, et il palpita de nouveau. J'étais tout près, maintenant. Poum! Un pas. Poum! Un battement de cœur. Je n'étais plus qu'à 5 pas du couteau quand j'entendis un bruit de course précipité et la voix d'Alice criant mon nom. Du coin de l'œil, je la vis surgir de l'ombre et bondir dans la lumière du feu. Elle fonçait vers Groin-Groin, ses longs cheveux noirs flottant derrière elle. Sans ralentir, elle décocha au charcutier un coup de pied qui l'atteignit juste au-dessus de son tablier de cuir. La pointe du soulier s'enfonça si profondément dans le gras de son ventre que seul le talon resta visible. Groin-Groin suffoqua, se plia en deux et lâcha le bébé. Agile comme un jeune chat, Alice se laissa tomber à genoux et rattrapa le nourrisson juste avant qu'il ne touche le sol. Puis elle s'élança vers Ellie. À l'instant où le bout du soulier pointu avait touché le ventre du charcutier, l'envoûtement avait été brisé. J'étais de nouveau libre, libre de mes mouvements, libre de passer à l'attaque. Groin-Groin s'était redressé, et s'il avait lâché le bébé, il tenait toujours son couteau. Je le regardais venir vers moi. Il titubait légèrement. Peut-être était-il un déséquilibré, peut-être était-ce seulement dû au coup reçu. Je sentis monter en moi un tourbillon de sentiments, de la peine à cause de la mort de Jack, de l'effroi à cause du danger couru par le bébé, de la colère pour ce qu'on avait fait subir à ma famille, et je sus alors que j'étais né pour devenir épouvanteur, le meilleur que le pays ait connu. Oui, je le serais, et maman serait fière de moi. Toute peur m'avait quitté, je n'étais plus que feu et glace, la colère qui bouillonnait au fond de moi comme une lave brûlante menaçait d'exploser, tandis que je demeurais impassible, l'esprit clair et froid, le souffle paisible. J'enfonçais les mains dans mes poches, les refermais sur leur contenu. Puis je lançai à la tête de Groin-Groin une poignée de poudre blanche avec ma main droite et une poignée de poudre noire avec ma main gauche. Elles se mélangèrent, formant un nuage noir et blanc qui se répandit sur son visage et ses épaules. Le sel et le fer, si efficaces contre les gobelins. Le fer qui absorbe leur force, le sel qui les brûle. Le fer limé sur le rebord d'un vieux seau, le sel pris dans la cuisine de maman. Je n'avais plus qu'à espérer que cela agirait de la même façon contre la sorcière. Prendre cette poudre dans les yeux devait au moins faire tousser et cracher n'importe qui. L'effet sur Groin-Groin fut foudroyant. Il lâcha son couteau, ses yeux se révulsèrent et il tomba à genoux. Son front heurta violemment le sol et une moitié de son visage se déforma. Quelque chose d'épais et de gluant suinta de sa narine gauche. J'observai le phénomène, incapable de bouger. Mère Malkine sortit en se tortillant, sous l'aspect que je lui connaissais, sauf qu'elle était 4 fois plus petite qu'auparavant. Ses épaules m'arrivaient à peine aux genoux, et ses cheveux gris emmêlés retombaient toujours sur son dos bossu comme des rideaux moisis. Elle portait son long manteau qui traînait à terre.
Seule sa peau était différente. Elle luisait et semblait se tordre et s'étirer bizarrement. Les yeux rougeoyants, eux, n'ayant pas changé, ils me lancèrent un regard plein de rage. Puis la sorcière se dirigea vers le côté de la grange en continuant de rétrécir, ne sachant que faire de plus. Je la regardais s'éloigner, trop épuisée pour réagir. Alice, elle, ne l'entendait pas ainsi. Ayant rendu Marie à sa mère, elle courut vers le feu, en sortit un tisson et s'élança à la poursuite de Mère Malkine. Je compris son intention. Au contact de la branche incandescente, la sorcière prendrait feu. Quelque chose en moi refusait cette solution. C'était trop horrible. Alors qu'Alice se passait près de moi, je la grippai donc par le manche, et elle laissa tomber la torche improvisée. Elle me fit face avec une telle expression de fureur que je m'attendis à goûter à mon tour de la pointe de son soulier. Au lieu de ça, elle emprisonna mes avant-bras entre ses mains, et ses ongles pénétrèrent profondément dans ma chair. Endurcis-toi si tu veux survivre, me siffla-t-elle au visage. Si tu te contentes de suivre les conseils du vieux Grégory, tu mourras comme les autres. Elle me lâcha, et je vis des gouttes de sang perler sur ma peau, là où ses ongles s'étaient enfoncés. Une sorcière doit être brûlée, reprit-elle d'une voix moins acerbe, si on veut être sûr qu'elle ne reviendra pas. L'enfermer au fond d'une fosse ne suffit pas, ça ne fait que retarder les choses. Le vieux Grégory le sait, mais il est trop timoré pour avoir recours au feu. Maintenant c'est trop tard. Mère Malkine disparaît dans l'ombre, à l'angle de la grange, rétrécissant à chaque pas, son manteau noir traînant derrière elle. Je m'aperçus alors que la sorcière avait fait une erreur fatale. Elle avait pris la mauvaise direction et s'apprêtait à traverser la porcherie. Elle était à présent si petite qu'elle pouvait passer sous la planche la plus basse. Or, les cochons avaient eu une sale journée. 5 d'entre eux avaient été massacrés. Le bruit et l'agitation avaient dû grandement perturber les autres. Ils étaient donc de fort mauvaise humeur. C'était le moins qu'on puisse dire, et ce n'était certainement pas le moment d'entrer dans leur domaine. De gros cochons comme ceux-là sont capables de dévorer n'importe qui et n'importe quoi. Bientôt, ce fut au tour de Mère Malkine de hurler, et elle hurla longtemps. « C'est aussi efficace que le feu, commenta Alice quand les cris cessèrent enfin. Elle paraissait soulagée. Je l'étais également. Nous étions heureux l'un et l'autre que ce soit fini. Je me contentais de hausser les épaules, trop fatiguée pour réfléchir davantage. Mais lorsque je me tournai vers Ellie, son expression ne me plut pas. Ellie était aussi terrifiée qu'horrifiée. Elle nous dévisageait comme si elle n'arrivait pas à croire que nous avions fait cela, comme si, pour la première fois, elle découvrait qui j'étais. Et moi, pour la première fois, je comprenais ce que signifiait d'être l'apprenti de l'épouvanteur. J'avais vu des gens traverser la rue pour nous éviter, je les avais vus trembler ou se signer à notre passage, sans ressentir cela comme un outrage personnel. Dans mon esprit, c'était leur réaction face à l'épouvanteur. Elle ne me concernait pas. Maintenant, je ne pouvais plus l'ignorer, le repousser dans un coin de ma tête. Cela m'arrivait à moi, dans ma propre maison. Je me sentis soudain plus seule que jamais.